Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des lignes de transmission. On va voir aussi ce que c'est que la différence entre un fil normal en électronique, une connexion normale, et ce qu'on appelle une ligne de transmission. Et du coup, dans quel cas on parle de ligne de transmission? Alors, je vais commencer par revenir sur des concepts de base, sans calcul, juste en faisant de l'explication entre guillemets avec les mains. Un émetteur, enfin en tout cas une source d'énergie. Cette source d'énergie, elle va transmettre un couple UI. Donc si je dessine, hop, une interface, donc là mes pointillés ça correspond à une interface. Donc là il s'agit d'un changement du milieu dans lequel se propage l'onde. Alors en électronique ça peut être un changement de câble, ça peut être passer d'un câble à une carte, ou ça peut être quand on arrive au niveau d'une charge. Si j'envoie un signal ici à une certaine fréquence, avec une certaine tension, si j'ai une charge qui est une résistance, je vais connaître mon courant I. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, ici, j'ai un circuit ouvert? En électronique classique, c'est facile. U va rester U au niveau de ma charge, et I va être égal à 0. Dit autrement, je ne transfère pas de puissance, et c'est assez logique. Maintenant, on va voir un cas un peu différent. Si j'enlève cette interface à ce niveau-là, mais que je la mets, hop, beaucoup plus loin. Ok, donc là, si on veut, on peut avoir une résistance, une charge, ou peu importe. Donc là, une résistance de charge, ok. Donc là, on a une longueur qui est suffisamment importante pour ne plus être négligeable devant la longueur d'onde du signal envoyé par le générateur. Je rappelle, la longueur d'onde c'est lambda égale c sur f. En vérité, c'est pas vraiment c, c'est plutôt la vitesse de propagation dans le milieu. Dans du cuivre, ce serait plutôt 200 000 km par seconde. Mais peu importe. Mettons que ce lambda soit égal à 10 mètres. Donc pour dire 10 mètres, ça fait 30 MHz. Et j'ai une longueur qui fait aussi 10 mètres. Bon, j'ai le droit, hein, je peux avoir une antenne sur mon toit et puis avoir mon récepteur 10 mètres plus loin. C'est possible. En tout cas, ça ferait, si je suis à 30 MHz, un câble qui fait 10 mètres. Et donc ma longueur d'onde faisant aussi 10 mètres, ça veut dire que si je représente mon signal le long ici de ma ligne, j'ai un signal qui va être comme ça, et je vais avoir géométriquement une ondulation complète de mon signal le long de ma ligne. Je dis bien, c'est pas une ondulation temporelle, c'est une ondulation géométrique. Le long de ma ligne, je vais avoir des niveaux de tension différents, le long de ma ligne. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant si, au bout de ma ligne, je n'ai rien? J'ai un circuit ouvert. Dans le cas de l'électronique classique, quand on est en basse fréquence, c'est facile. Bon, la tension au niveau de ma source, c'est toujours la même qu'au niveau de ma charge, puisque je transmets suffisamment rapidement et la variation est suffisamment lente par rapport à la longueur de mon circuit. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, quand ma source est encore en train d'envoyer un signal, ben, elle peut pas avoir l'information physique qu'il y a un circuit ouvert au bout. Donc, concrètement, il y a bien du courant qui va circuler dans ma charge. Le courant circule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, concrètement, comment ça marche? Eh bien, en électronique comme en physique, dans n'importe quel domaine, là, on est face à une... Donc, en électronique, c'est une rupture d'impédance, et de manière générale, on a une interface. Donc, une interface pour notre onde, ou un changement de milieu, peu importe. Donc, ce qui va se passer, alors qu'on soit en circuit ouvert ou pas, ce qui va se passer, c'est que l'énergie, elle va pas disparaître comme ça,
Donc là, on est vraiment, cette onde-là, elle est en train d'être transmise, donc il y a de l'énergie qui permet à cette onde d'être transmise. Eh bien, arrivé au bout, ici, au circuit ouvert, l'onde ne va pas disparaître. En fait, l'onde, elle va être réfléchie, simplement. Puisque le circuit est ouvert, l'onde ne peut pas être diffusée dans un milieu derrière, puisque c'est un circuit ouvert, on va vraiment avoir un retour de toute cette énergie. Ce qui veut dire que sur notre ligne de transmission ici, je vais avoir une partie de l'énergie du signal global qui va correspondre à l'onde envoyée par mon générateur, mais je vais aussi avoir une partie qui va correspondre à mon onde renvoyée par mon bout de circuit. Et donc là, on comprend bien le problème. Quand on monte sur des fréquences suffisamment importantes, on a une réflexion de l'onde. Et donc, dans quel cas on tient compte de cette réflexion? Quand la longueur du signal n'est plus négligeable devant la longueur d'onde. On peut dire par exemple, si la longueur est inférieure à lambda sur 10 par exemple, bon, je mets une valeur un peu au hasard, si la longueur de mon circuit est inférieure ou très inférieure à lambda sur 10, on peut considérer que ma tension et mon courant seront uniformes sur ma ligne, et on n'aura pas des problèmes de réflexion. Donc on ne tiendra pas compte des phénomènes que j'évoque ici. Par contre, si ma longueur devient importante par rapport à ma longueur d'onde, par exemple lambda sur 10, si c'est 1/10, je vais commencer à avoir des disparités le long de ma ligne sur les niveaux de tension et de courant. Donc là, je vais avoir des phénomènes de réflexion. Donc voilà pour l'explication physique et dans quel cas on peut avoir ces problèmes-là. Alors quand on parle de ligne de transmission, on va voir les équations de base qui permettent après d'étaler les autres calculs. Pour cela, on va prendre notre ligne, ici, et on va la découper en éléments équivalents sur des zones infinitésimales, entre guillemets. Donc là, je vais prendre des longueurs delta x, et je vais voir comment se comporte ma ligne de transmission sur chaque élément delta x. Ok? Pourquoi? Parce que on considère que sur chaque élément delta x, on a une valeur constante de tension et de courant. Donc on va prendre des éléments qu'on va pouvoir additionner, puisque là je peux pas considérer ma ligne, en fait la variation est trop importante et là j'ai pas quelque chose d'uniforme. Donc je vais prendre des tronçons de ligne sur lesquels je vais pouvoir estimer que ma variation est faible ou nulle. Donc on va voir les calculs qui permettent de modéliser ce qu'on vient de voir là avec des explications un peu à la main. On a vu qu'on prenait des tronçons de ligne infinitésimaux sur lesquels on considère que la variation de notre onde, elle est très faible. Et sur chaque élément de la ligne, donc sur ces éléments infinitésimaux, on va donner un petit peu le modèle équivalent de notre ligne. Donc ma ligne, le modèle équivalent, ça va être sur chaque élément une inductance, parce que j'ai un déplacement de charge et donc un champ magnétique qui va se former, donc ça c'est une bobine. Je vais avoir une résistance, puisque mon conducteur n'est pas parfait, donc je vais avoir de la résistivité. Et en parallèle, je vais avoir une capacité parce que ma ligne de transmission, ça va être deux éléments qui permettent de faire la conduction, donc dit autrement le feed et le retour de masse. Donc ça c'est bien deux éléments qui sont face à face et qui vont créer une capacité parasite. Et le dernier élément, c'est que entre mes deux conducteurs, je n'ai pas une isolation parfaite. Donc mon isolant peut avoir des défauts et je vais avoir un courant même extrêmement faible, mais je peux avoir quand même un courant qui va donc correspondre à une résistance très élevée. Et ça, c'est mon quatrième élément de perturbation. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici. Et ce que ça implique, c'est que ma tension à l'entrée de mon tronçon de ligne n'est pas la même que ma tension à la sortie de ligne.
et j'ai le même problème avec le courant qui n'est pas égal en entrée et en sortie. Donc pour l'expression, je peux donner celle-là, donc grâce ici à la loi des mailles pour la tension. Donc je peux faire la même chose avec le courant, avec la loi des nœuds, je vais faire mon expression du courant en fonction de ma tension d'entrée, ma tension de sortie et mes éléments, mes trois branches. Je vais ensuite injecter mes expressions de courant dans la tension et vice-versa. Donc pour avoir in fine une expression d'ordre 2 avec uniquement des éléments liés aux tensions, et la même chose avec le courant en ordre 2 avec mes éléments de courant et mes quatre composants équivalents liés aux perturbations de ma ligne. Donc ces deux expressions, d rond carré v sur dx carré et d rond carré i sur d rond x carré, avec les quatre éléments LC, RG, ça va être mes équations des télégraphistes qui permettent de caractériser une ligne de transmission, dans le cas général. Si on reprend les deux équations des télégraphistes, on peut les écrire différemment et avoir deux expressions en d rond carré v ou i sur d rond x carré, moins gamma carré v ou i de x, et le gamma, en fait, ça va correspondre à un coefficient de transmission. Donc là, on est sur un coefficient de transmission géométrique, hein. Donc là, c'est la manière de se déplacer de l'onde d'un point de vue géométrique. Gamma vaut alpha plus j bêta, donc une partie réelle qui correspond aux pertes, et une expression en bêta qui correspond vraiment à la propagation le long de la ligne. Évidemment, gamma dépend des quatre composants qu'on a donnés tout à l'heure. Et les solutions donc de propagation le long de la ligne, c'est ce que je vous donne ici. Donc là, on a V0 plus et I0 plus qui se déplacent du générateur vers la charge puisque l'exponentielle est négative. Et on a les deux éléments V0- et I0- qui sont en fait les courants et tensions qui se déplacent de la charge vers le générateur, donc en fait c'est l'onde réfléchie. Donc la première partie de gauche, ce sont les ondes transmises vers la charge, et la deuxième partie, ce sont les ondes réfléchies de la charge. Donc là, on n'a vraiment qu'une expression géométrique de l'ensemble, d'accord? Là, il n'y a pas de notion d'oscillation, de choses comme ça. Simplement que l'onde n'est pas la même le long de notre ligne de transmission. On a vraiment un comportement d'onde qui se propage. Donc on peut définir, puisqu'on a une tension et un courant, une impédance. Cette impédance n'est pas vraiment une résistance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mesurer, puisque en fait ça dépend de composants équivalents qui n'existent pas sur notre ligne, qui sont un modèle, puisqu'on a pris juste des éléments infinitésimaux. Cette impédance s'appelle l'impédance caractéristique, et elle caractérise notre ligne de transmission. Donc maintenant, si je réintroduis le temps, que je vais faire varier mon onde le long de ma ligne, je vais avoir une expression qui est celle-là. Oméga t, c'est la variation temporelle de mon signal en chaque point. Bêta x, ça correspond à la propagation de mon signal sur le long de la ligne. Et exponentielle de plus ou moins alpha x, ça correspond à l'atténuation sur ma ligne. Donc bêta, c'est 2pi sur lambda par définition. Ça va nous donner des radians par mètre. Dit autrement, c'est un peu le nombre d'oscillations que je vais avoir par unité de longueur. Et on peut aussi définir la vitesse de phase qui vaut oméga sur bêta ou lambda f. Donc maintenant on va prendre le cas d'une ligne sans perte. Donc on a vu que la perte elle était donnée par le coefficient alpha, donc qui est dans gamma. Mais concrètement sur notre ligne elle est donnée par les deux résistances équivalentes, donc R et G. Donc si mes deux, alors
dans ce cas-là, j'ai dit R égale G égale 0, c'est que en fait R c'est directement une résistance, par contre G c'est une inverse de résistance, c'est une admittance. Donc si mon admittance vaut 0, c'est que ma résistance est infinie, hein, évidemment elle est en parallèle. Donc dans ce cas, la propagation alpha égale 0, le gamma égale bêta, et bêta égale oméga racine carrée de LC. Donc l'impédance caractéristique vaut maintenant Z0 égale racine carrée de L sur C, elle ne dépend plus des éléments résistifs. Et si je reprends l'équation de tout à l'heure, la nouvelle solution c'est V de xt égale une onde qui se propage dans un sens, donc x moins vt, donc là on se propage vraiment vers la charge, et une autre onde qui est réfléchie de la charge, qui vaut x plus vt. Avec v qui vaut 1 sur racine de LC, donc la vitesse de propagation, donc c'est la vitesse de phase. Donc maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui se passe, toujours dans le cas d'une ligne sans perte, si au bout j'ai une charge, donc si j'ai une ligne chargée. Donc je vais réexprimer ma tension et mon courant le long de la ligne avec donc toujours la partie qui va vers la charge et la partie qui revient de ma charge. J'exprime pour mon courant, je l'exprime en fonction de ma tension et de l'impédance caractéristique. Donc au niveau de ma charge, c'est-à-dire AX égale 0, alors là, qu'est-ce que c'est X égale 0? X égale 0. Donc je reprends mon modèle avec mon générateur à gauche, ma charge à droite. Une ligne de transmission, ça se dessine comme ça à peu près. Voilà, pour qu'on sache que c'est pas juste un bout de fil, mais que là on considère vraiment les effets de propagation. Elle va être caractérisée par deux éléments, sa longueur et son impédance caractéristique. Et pour savoir de quelle position on parle sur la ligne, on va dire que côté charge, on est à x égale 0. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Donc là c'est x égale 0. Et côté générateur, on est à x égale L. Donc si je reviens sur la présentation, donc au niveau de la charge, c'est-à-dire à x égale 0, je vais avoir mon impédance de charge, vaut la tension sur le courant à ce point-là, qui est égale à, si je reprends mes expressions d'au-dessus, V0 plus V0 moins divisé par V0 plus moins V0 moins multiplié par l'impédance caractéristique. Donc si on résout pour V0 moins, c'est-à-dire l'amplitude de la tension qui va revenir de la charge vers le générateur, on obtient cette expression-là, ZL moins Z0 sur ZL plus Z0 multiplié par l'onde incidente. Et donc on obtient le coefficient de réflexion gamma, bon ce coup-ci c'est gamma majuscule, qui est égal à V0 moins sur V0 plus, c'est-à-dire la tension réfléchie par la charge divisée par la tension transmise vers la charge. Et c'est égal à ZL moins Z0 divisé par ZL plus Z0. Donc dans ce cas-là, on va quantifier ces perturbations avec ce qu'on appelle le rapport d'onde stationnaire, ou dit autrement le ROS. En anglais, on appelle aussi ça le SWR ou le VSWR. Et le ROS vaut V0 plus V0 sur V0 moins V0 . Voilà, en fait ça exprime à peu près la même chose, c'est simplement que la valeur est différente, mais fondamentalement c'est la même chose. On peut aussi trouver le taux d'onde stationnaire, qui est simplement le coefficient de réflexion multiplié par 100 pour donner un pourcentage. Et enfin, le return loss, qui vaut 10 log de PI sur PR. Alors attention, en fait le coefficient de réflexion il peut être donné en fonction des tensions, c'est-à-dire V0- divisé par V0+, mais il peut aussi être donné en fonction des puissances, c'est-à-dire la puissance réémise par la charge par rapport à la puissance qui lui a été injectée. Donc, la valeur serait complètement différente, et pour avoir une valeur en décibels, on ne peut pas faire ça à partir de la tension, donc c'est vraiment un rapport de puissance, les décibels. Et donc là, on a 10 log de PI sur PR, donc la puissance incidente sur la puissance réfléchie, ça nous donne le return loss. Et on peut aussi l'exprimer en fonction du ROS et en fonction de gamma.
Voilà pour ces différentes valeurs qui seront réutilisées, notamment quand on parlera de l'ABAC de Smith et des paramètres S. Voilà pour les éléments de base que je peux présenter sur les lignes de transmission. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie.